Il y a quelques jours, je discutais avec une amie de ce qu'on appelle un peu communément les animaux totems. Et donc ce matin, ça m'a donné envie de discuter avec vous de cette thématique-là, qui est vraiment une thématique très vaste et qui ouvre, toutes sortes de champs d'exploration. Donc, bienvenue dans ce podcast improvisé sur la thématique des animaux totems, mais qu'on appelle aussi les animaux de pouvoir, qu'on appelle aussi les animaux de force, qui sont des symboles, qui sont des énergies. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Comment travailler ? Quoi faire avec ? C'est parti. Mon idée, c'est de discuter avec vous. Donc, c'est pas forcément de vous affirmer que les animaux totems sont telle ou telle chose, mais c'est vraiment plutôt d'ouvrir des pistes. Voilà. J'ai pas de certitude. Par contre, j'ai mon expérience. Et j'ai mon expérience autant sur la voie du symbole, que j'adore, qu'on retrouve dans le tarot. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que le tarot, c'est vraiment une des thématiques qui me tient à cœur, mais pas que. Pas que dans l'art, puisqu'à l'origine je suis plasticienne, tout mon parcours artistique c'est de l'art, la symbolique est complètement dedans, et puis dans toutes les traditions spirituelles, etc., etc. Allez, je reviens à nos moutons. Comment vous dites-vous ? Est-ce que vous dites animal totem ? Est-ce que vous dites animal de force ? Est-ce que vous dites animal de pouvoir ? Et même, est-ce que vous dites encore autrement ? Alors, je vais essayer de pas trop m'éparpiller et de vous emmener un petit peu sur les chemins de la connaissance et l'expérience du sacré par différentes portes, différentes voies. Et j'ai envie déjà de distinguer deux portes d'accès pour cette thématique-là, qui est la porte d'accès du symbole et de l'archétype, et qui est la porte d'accès de l'usage énergétique. Réel, matériel, expérientiel. C'est pour ça que, et au passage, je vous passe l'info que je suis en train de remettre mon site à jour, carolinegilo.fr, et du coup, effectivement, il m'est venu de mettre cette phrase, et là, elle me sonne encore tellement juste, de mettre, je ne sais plus comment je l'ai écrit, mais explorons ensemble les chemins de la connaissance et l'expérience du sacré. Parce que c'est deux choses différentes. Bon, allez, je vais pas partir dans tous les sens, je reviens à notre sujet. Donc je vous disais les animaux de pouvoir. Pour moi, il y a vraiment deux usages. Et c'est un peu comme le tarot, et finalement, c'est un peu comme tout. Le yin, le yang, la cruche bleue, la cruche rouge, dans tempérance, etc., etc. Le jour, la nuit, la dualité. Ce qui est intéressant, c'est de faire comme le pape dans le tarot. C'est pas forcément de diviser et de dire « Ah ben non, en fait, c'est cette version-là qui est vraie. Ah ben non, en fait, c'est cette version-là qui est vraie. » Mais c'est de marier les deux. Dans le tarot, le pape, vous savez que il montre le cœur. Il nous dit « Écoute ton cœur. » Et surtout, c'est l'archétype du mariage. Et le mariage, c'est le fait de relier les opposés. Donc nous, nos deux pôles, comme je vous disais en introduction, c'est le pôle symbolique et le pôle énergétique. Je suis désolée, il y a mon chat qui me grimpe sur les genoux, vous allez peut-être l'entendre miauler, mais j'ai pas envie d'arrêter ce podcast improvisé. Tant pis, on va faire avec. Allez, justement, on parle d'animaux totems, là il y a le chat. Alors, bon, tout ça, allez, combien ? 5 minutes ? 3 minutes, 3 minutes d'introduction, on y va. La première porte qu'on va prendre, c'est peut-être la plus commune, c'est effectivement cette histoire de symbolique. Si on revient un petit peu en arrière dans le temps, dans le temps et dans la profondeur. Cette histoire de symbole, en fait, on peut vraiment diviser les règnes. Vous savez, le règne minéral, végétal, animal, humain, et puis après, vous pouvez y rajouter tout ce que vous voulez. Les animaux, d'un point de vue archétypal, d'un point de vue symbolique, ce qui est très intéressant, c'est que on pourrait dire que Dieu nous les a mis sur terre. Allez, rigolons un petit peu, bien, je schématise, bien sûr que c'est pas ça, mais et si Dieu nous les avait mis sur terre, tout simplement pour que dans la manifestation, ils viennent manifester, représenter des dynamiques, des énergies, des archétypes. Par exemple, vous êtes Dieu et vous voulez, sur votre petite planète jeu, là, vous vous dites, tiens, comment je pourrais manifester dans une forme l'énergie du fait d'être rusé ? Voilà, j'ai envie de trouver une forme, un être qui va symboliser le fait d'être finot, d'être rusé. Est-ce que vous allez mettre ça dans le règne du minéral, du végétal, de l'animal ou de l'humain ? Bon, on va retirer l'humain puisqu'on va partir du principe que on va aller déposer des choses
que nous, de notre nombril humain, on va utiliser comme des sources de connaissances pour nous, pour l'humanité. Donc je retire l'humain et je garde les 3 règnes. C'est vrai qu'on se dit, ok, un truc rusé, ça serait quand même intéressant qu'il puisse se déplacer sur Terre. Or, la pierre et le végétal ne peuvent pas se déplacer. Ça serait bien qu'il puisse se déplacer, qu'il puisse agir, qu'il puisse être en interaction avec ses congénères, parce que si on a besoin d'être rusé, c'est qu'on a besoin d'être en interaction. Voilà. Alors oui, j'entends déjà les praticiens qui travaillent avec les plantes et qui peuvent dire les plantes sont rusées aussi. Oui, c'est tout à fait vrai. Bon là, je reste sur ma thématique des animaux de pouvoir. Bref, j'accélère. Peut-être que vous allez donner forme à un animal qui va venir incarner la ruserie. Ça se dit pas, mais voilà. Et vous allez créer le renard. Je pense que vous aviez tous... voilà, mais peut-être c'était pas le renard qui vous venait, c'était autre chose. Donc, vous voyez, je reviens à mon histoire de symbole et je m'en vais pas trop des animaux de pouvoir, des animaux totems, des animaux de force, etc. dans leur version symbolique, parce qu'attention, après, on va parler plutôt de leur usage, en fait, vraiment dans les pratiques énergétiques. Mais je reviens là. Là, on est dans la symbolique. Donc, effectivement, on pourrait se dire que les animaux, in fine, fondamentalement, dans leur sens profond de leur présence sur Terre, il pourrait y avoir cette espèce de notion de venir manifester des dynamiques particulières. Vous me suivez? Comme quand dans le tarot, on dit, je sais pas moi, le battleur, il vient représenter la dynamique peut-être de la spontanéité de l'enfance qui y va, là, qui n'a pas encore d'expérience, et puis la chance du débutant, enfin voilà. Il faut bien faire un choix. Voilà, bon, j'essaye de pas aller trop loin. Donc, ça c'est cette thématique de l'animal. Là, on n'est pas forcément ni dans les pratiques chamaniques, ni ailleurs. On est plutôt dans du symbole, dans de l'étude symbolique et dans une dynamique plutôt archétypale qui dirait, ok, une des images de l'archétype de la ruserie, je le dis comme ça, c'est le renard. Mais ça va aussi être par exemple des dieux et des déesses dans certaines traditions. On va pouvoir mettre n'importe quelle forme dessus. Mais la dynamique derrière, l'archétype derrière, la matrice derrière, ça va être une forme d'énergie, voilà, du fait d'être rusé, d'être finaux, de se faufiler l'air de rien, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va donner une image à ça. Bon, ça, voilà, c'est la petite partie symbologie. Ok. Quand on parle des animaux totems, on parle un peu de ça. C'est-à-dire que... Et donc, je reviens à cette conversation avec cette amie qui s'appelle Stéphanie Merlinette, qui a un site internet, petit placement de produit, qui s'appelle merlinettemagique.fr et qui fait des médaillons qui représentent les animaux totems, des médaillons qui sont des talismans, qui sont des totems et qui nous permettent de nous relier à la force de ces animaux-là. Et en fait, dans notre conversation, elle me disait, bah oui, mais du coup, sur les marchés, c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent et qui pose question, qui est qu'en fait, les gens là qui sont super intéressés par la spiritualité et tout ça, ils lui disent, ouais, mais je suis pas sûre que ça soit mon animal totem, comment savoir? Il y a beaucoup de doutes autour de cette histoire de quel est votre animal totem. Il y a quelque chose de magique, d'attirant, de super, magique, sympa, et en même temps, il y a un doute derrière. Et elle me disait, c'est un peu compliqué parce que, elle disait, et j'étais à 100% sur la même longueur d'onde qu'elle. Elle me disait, mais c'est pas tant d'être sûr de quel est notre animal totem, mais plutôt pourquoi pas, de choisir l'animal avec lequel on va avoir envie de travailler parce qu'on a besoin de sérénité, de force, de ruserie, de tout ça. Et qu'on va se dire, tiens, je vais travailler avec le totem de la tortue, tiens, je vais travailler avec le totem du loup, tiens, je vais travailler avec le totem de l'ours. On est toujours dans cette notion de symbole. Et c'est vrai que ça met une espèce de pression, le fait maintenant que toutes ces pratiques spirituelles effectivement soient tellement accessibles qu'on se dit ouais, génial, j'aimerais savoir quel est mon animal totem, et en fait ça amène du doute derrière. Donc voilà, en fait ce podcast il parle de cette conversation-là. Donc il y a cette porte du symbole. Effectivement, c'est super rigolo de se dire ah tiens, j'ai tel totem, voilà. Sauf que à quoi ça va vraiment servir, ça? On pourrait imaginer qu'en fait, cette pratique symbolique-là, c'est plus une pratique de connaissance de soi. Moi, ça me fait plus penser au test où vous allez cocher 30 cases et on va vous dire « Ah bah, vous êtes chouette, hibou, libellule, voilà. » D'accord.
Ça, c'est pas une pratique énergétique spirituelle, c'est pas une pratique chamanique profonde avec les animaux de pouvoir. C'est un travail ça pourrait être des tests de psychologie en fait, hein, et que tout simplement le test de psychologie, il mettrait comme symbole des animaux pour parler de votre tempérament en fait, hein. Mais là, on n'est pas dans la pratique chamanique, on est dans le travail du symbole. Ok. Donc c'est une chose, c'est une porte d'entrée. Moi, ce qui m'intéresse d'échanger avec vous, c'est finalement à quoi ça sert tout ça. Donc à quoi ça sert cette approche symbolique? Bon, ça sert à, on va dire, une connaissance de soi. Voilà, un travail sur mais quelle est ma dimension, quelle est ma dynamique profonde, quel est mon tempérament profond. Ah tiens, c'est trop marrant, moi je suis chat, ou voilà, je suis loup, tout ça. Ok, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, j'ouvre la deuxième porte. J'ouvre la porte de la pratique, la porte de l'expérience du sacré. Donc la porte des pratiques chamaniques, des pratiques énergétiques, des pratiques spirituelles qui vont travailler avec la force archétypale des animaux. Puisque on pourrait se dire que les animaux sont venus incarner des forces et des dynamiques sur Terre. Voilà, pourquoi pas? Partons de ce postulat-là. Il y a plein d'autres... voilà, mais je pars de ce postulat-là pour développer ma porte. Donc, la question, c'est, ok, mais quel usage faire, entre guillemets, comment travailler avec nos animaux de pouvoir et nos animaux de force? Et là, ça ouvre des dimensions infinies dont la seule limite est notre créativité. Si vous pratiquez la méditation, le voyage chamanique, etc., vous avez certainement déjà fait ce qu'on appelle le voyage dans le monde d'en bas. Ce monde archétypal qui est un monde plutôt naturel dans lequel on va aller chercher toutes les connaissances reliées à notre terre dans ses dimensions naturelles. Donc dans le monde d'en bas, voilà, on va s'y rendre pour justement aller chercher de l'information sur les plantes parce que on va dire que l'esprit archétypal du thym est dans le monde d'en bas et que donc si on veut des informations et discuter avec l'esprit du thym, on va aller discuter dans le monde d'en bas qui est un monde d'amour, qui est une dimension différente. Bref, les animaux, même chose, voilà, on va aller dans le monde d'en bas, etc., etc., etc. Bon, on va pas faire... si je suis partie pour trop longtemps si on commence à développer ça. Mais, donc comme je le disais, peut-être vous avez déjà fait ce voyage-là. Et ce qu'on apprend souvent au début de nos pratiques, c'est d'aller donc dans le monde d'en bas, rencontrer notre allié du monde d'en bas, qui peut être un animal, mais c'est pas obligé. Mais là, la thématique, c'est les animaux, donc je vais rester là-dessus. D'aller rencontrer notre animal de pouvoir, on va dire, du monde d'en bas. C'est un travail absolument fabuleux. Mais encore une fois, bien sûr, à 90% du temps, on va douter. Et si j'ai inventé le truc et je suis pas sûre, machin. Donc voilà, je ferme la parenthèse, c'est pareil, on va pas développer ça dans ce podcast-là, mais il y a forcément du doute, quoi, à moins d'avoir quelque chose de très très clair au début, mais voilà. À quoi ça nous sert tout ça? Ça sert à plusieurs choses. Alors, comment je vais? Je reviens du voyage où peut-être vous avez découvert votre animal de pouvoir, ou peut-être pas. Et je vais revenir à une pratique qui se fait soit au tambour, soit avec de la musique, soit en méditation, qui est cette porte de l'usage énergétique. Et là, je vais plutôt parler d'animaux de pouvoir et d'animaux de force surtout. Parce qu'en fait, c'est quoi l'objectif in fine? C'est pas juste de se dire « ouais, génial, je suis ours ». Oh, trop cool, t'as vu, moi je suis ours, toi t'es loup, ouais, génial et tout. Bon, d'accord, c'est super sympa, mais ça sert à rien. Si on n'apprend pas à utiliser ces énergies-là, ça sert juste effectivement à aller regarder dans le dictionnaire des symboles et de dire « ah bah tiens, effectivement, ça correspond, c'est vachement sympa ». Et comme je disais avec la première porte symbolique, là on va rester sur un usage qui est plutôt nous apporter des petites infos sur notre tempérament, voilà. Mais si on n'en fait rien, on va pas très loin. L'idée d'avec la porte de l'utilisation, entre guillemets, la porte énergétique, c'est d'aller plus profond, dans une dimension plus profonde de ce travail-là. Donc, j'essaye de parler vite, je suis désolée, parce qu'il y a plein de trucs que je voudrais vous partager. L'usage. Le premier usage, c'est un usage de force, c'est un usage pragmatique. Il y a un autre usage, je vais essayer de les lister puis après de les développer. Comme ça, si j'ai pas le temps, vous aurez eu la liste. On va dire, le premier usage, c'est un usage dans notre monde à nous, d'humains incarnés, c'est un usage de force pragmatique qui va nous servir dans notre vie.
un usage énergétique. Dans le voyage chamanique, le deuxième usage, bien sûr, c'est que notre animal de pouvoir, si c'est un animal, mais souvent on a un animal, pourquoi ? Parce que dans le voyage, dans les plans subtils, dans les dimensions de la conscience, etc., c'est quand même, j'ai l'air plus intéressant, c'est pas plus intéressant, je trouve pas le mot, mais c'est plus pratique et c'est beaucoup plus sécure de voyager en compagnie d'un animal, donc en compagnie de notre animal de pouvoir idéalement, parce qu'il va nous protéger, parce que les animaux, c'est la manifestation de l'instinct. S'il y a vraiment un archétype fondamental du règne animal, c'est l'instinct. Ce sont des protecteurs, principalement, hein. Vous allez me dire, oui, pas tous les animaux, bien sûr, mais d'un point de vue fondamental, l'animal pour l'humain, je précise, hein, il y a vraiment un rôle instinctif et qui peut être de protection, qui peut être de guide. Bref, donc vous voyez, dans le voyage, c'est quand même très intéressant de voyager avec son animal de pouvoir parce que c'est lui qui va vous emmener. C'est à lui que vous allez demander ce que vous avez à faire. Voilà, s'il te plaît, j'ai telle problématique, j'ai tel besoin, est-ce que tu peux m'aider ou qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est lui qui va vous emmener. Comme ça, si vous voyagez dans différents plans de conscience, il sait où il va, où il vous emmène, il peut vous protéger et surtout, il peut vous ramener. Donc ça, je vais dire, c'est le deuxième usage. Je vais développer le premier, hein. J'y reviens. Le troisième usage, c'est la fusion avec votre animal de pouvoir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Allez, je reste là-dessus. Je reviens au premier usage, qui est l'usage de force énergétique pragmatique qui peut servir à tout le monde. Parce que les autres usages, ensuite, ce sont des usages quand on pratique vraiment le voyage de la conscience et que du coup, on va voyager avec nos animaux. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. En revanche, si vous aimez les pratiques énergétiques, ce qui est hyper intéressant à faire, c'est l'appel de la force. Comment faire? Par exemple, prenez votre tambour si vous en avez un, vous jouez du tambour, vous mettez votre corps en mouvement et vous allez faire un chant d'appel. Vous lancez votre intention. Si c'est pas au tambour, vous pouvez mettre de la musique. Pareil, mettez votre corps en mouvement et vous allez faire un appel. Et si vous préférez méditer assis, même chose, hein, donc posture physique, vous choisissez. Mais comme on va appeler de la force, c'est vrai que c'est intéressant de le faire en mouvement parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser votre intention. Mon intention claire et nette est d'appeler mon animal de force. Et là, vous pouvez vraiment l'appeler comme ça. C'est d'appeler mon animal de force pour qu'il vienne fusionner avec moi et qu'il vienne donc m'apporter sa force ou m'apporter sa compétence, m'apporter son talent, m'apporter ses dynamiques. Et pourquoi on met un peu le corps en mouvement? Parce qu'en fait, le premier job, c'est un appel. Donc, on pose l'intention, ensuite on appelle. Et l'appel, c'est vraiment comme si c'est 50-50. Vous envoyez un peu de votre énergie et ensuite, vous allez en recevoir. Mais il y a toujours l'idée qu'on se mouille un petit peu dans ces pratiques-là. Et qu'en fait, c'est comme si vous envoyez votre appel, votre énergie, vos ondes, là, dans les réseaux Internet spirituels. Ben, vous imaginez que vous envoyez ça dans un monde d'amour, dans le monde d'en bas. Si vous savez pratiquer, vous vous appelez vers le monde d'en bas, vous envoyez votre intention, votre conscience par là, et vous l'appelez. Vous pouvez siffler, comme si vous appeliez votre animal, un animal que vous aimez dans votre vie. Bah là, c'est exactement pareil. Sauf que c'est l'esprit de cet animal-là, c'est sa vibration, c'est l'archétype. Donc c'est pas un animal qui va venir, c'est une vibration particulière qui prend la forme de l'esprit d'un animal. Voilà, mais c'est une vibration. Donc, vous envoyez cet appel-là, puis faites-vous confiance. En fait, il n'y a pas de théorie là-dessus, parce que l'idée, c'est que ça vienne de votre cœur. Voilà, vous pouvez même tisser un fil de votre cœur, l'envoyer dans un monde d'amour et l'appeler. Idéalement, danser, idéalement, jouer du tambour, idéalement, si c'est de la musique, tapez des pieds sur le sol, mettez le corps en mouvement, parce que, en fait, l'idée, c'est que vous offrez votre corps à cette dynamique animale. Et là, simplement, vous ressentez. Et l'idée, c'est de ressentir physiquement la force qui arrive. En fait, vous allez sentir qu'il y a comme une énergie qui arrive, il y a comme une force qui arrive. Vous allez vous sentir un peu plus puissant. C'est vraiment de la force. Vous allez avoir un surplus de force. C'est intéressant de s'entraîner, c'est-à-dire que si on avait une petite pratique sympa à dire tiens, moi j'ai vraiment envie de creuser ce sujet-là, et ben vous faites un petit journal et puis tous les jours vous allez faire cette pratique-là. Tous les jours vous allez trouver votre manière d'appeler la force de votre animal de force, de fusionner avec lui, de lui demander de vous envoyer sa force. Hein. Je le répète, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire. Puis vous pouvez noter un peu tous les jours. Puis il y a des jours où vous allez vachement sentir. Puis il y a des jours où vous sentirez rien. Il y a des jours où vous n'y arriverez pas. Mais le fait de mettre une discipline comme ça et de vraiment s'entraîner,
ça fait que le jour où vous allez en avoir vraiment besoin dans votre vie d'humain, ça va être beaucoup plus facile. Parce que le but, c'est que derrière, c'est pas que pour aller se dorer l'ego ou je sais pas quoi. Non, l'idée, c'est que ça serve vraiment à quelque chose dans l'amour et dans notre vie quotidienne. Imaginons que vous ayez un trajet en voiture à faire qui est long et qui va vous demander de l'énergie et que vous êtes fatigué. Bah, vous appelez votre animal de force avant. Vous allez avoir un surplus de force qui va vous permettre de conduire dans un état différent. Alors vous restez bien planté. L'idée, c'est pas de se barrer en transe pour conduire, hein, surtout pas. Au contraire, c'est de rester bien présent à votre corps, dans votre force. Et donc, je reviens à cette idée de fusion avec votre animal de force, de pouvoir, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais là, on n'est pas à jouer les chamans ou dans une pratique de guérison, etc. On est dans l'humain qu'on est, tout simple, qui a besoin de faire des trucs d'humain qui sont durs, quoi, ou qui demandent un petit surplus de force. Et donc, vous fusionnez avec votre animal. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vraiment, quand vous fusionnez avec, vous allez avoir ces capacités. Et donc, si vous fusionnez avec un animal qui a, par exemple, une vue perçante, le faucon, le loup, quel exemple me viendrait? Je ne sais pas, peut-être vous aurez d'autres exemples. Vous allez voir que quand vous allez fusionner avec cet animal-là, d'un seul coup, vos yeux ne sont plus vos yeux. Et en fait, vous regardez avec les yeux du faucon, avec les yeux du loup. Et là, c'est une expérience absolument incroyable, incroyable, bouleversante. Il y a vraiment pas de mots pour décrire ça. Et donc, la suite de cette pratique-là, que je voulais vous partager, c'est donc... je suis désolée, en fait, dès que je me branche sur... ok, je reviens là avec vous. Quand vous fusionnez avec cet animal, là vous êtes au tambour ou vous dansez chez vous ou vous méditez, l'étape presque suivante quand vous sentez la force arriver, c'est en fait de visualiser votre corps. Vous fermez les yeux et puis vous entraînez à imaginez que vous regardez vos pieds au sol, là sur votre corps à vous vraiment. Et là vous allez voir par moment, quand vous fusionnez vraiment, votre corps il se transforme. Et vous allez voir que vos pieds c'est plus des pieds, c'est des pattes. Fonction de l'animal qui est arrivé. Peut-être il y a des ailes qui vous poussent dans le dos. Peut-être si c'est le cerf, il y a des cornes qui vous poussent sur la tête. Si c'est un loup, d'un coup, vous avez un museau, une queue et des oreilles. C'est un truc de dingue. C'est vraiment des expériences incroyables qui, j'ai envie de dire, qu'ils valent le détour de l'expérience juste pour ce que ça permet de vivre, en fait. Voilà, donc n'allez pas conduire forcément avec votre queue de loup et puis vos oreilles de loup, mais... d'avoir ce supplément de force, voilà, l'idée si vous devez conduire ou si vous appelez de la force pour un usage dans votre vie, c'est pas de partir en transe. En revanche, si c'est pour vraiment l'expérience, là vous pouvez vraiment y aller. Et là vous pouvez danser votre animal, fusionner avec lui et lui demander qu'il vous enseigne des choses. Donc là effectivement vous êtes dans votre salon, tranquillou, personne ne vous dérange et vous faites cette expérience avec cet animal-là. Vous prenez des notes parce qu'en fait c'est un job de chercheur quoi. C'est scientifique. Vous prenez plein de notes. Ce qui est super important à la fin, c'est de défusionner, sauf pour conduire ou faire quelque chose qui est compliqué pour vous dans votre vie. Fusionnez pas trop, mais vous demandez juste un surplus de force. Voilà, j'ai besoin d'un surplus de force parce que là, j'ai une réunion compliquée. Donc, hop, voilà, vous appelez votre animal de pouvoir, il va vous accompagner pour votre réunion. Un examen, il va vous accompagner, un truc qui vous stresse, il va vous accompagner, un rendez-vous, conduire votre bagnole. J'ai pas tellement d'exemples qui me viennent, mais en fait, la seule limite, c'est notre créativité, quoi. Tout est possible. Le soir à la maison, si vous avez une famille nombreuse, la douche, les devoirs, le repas, je sais pas, et que c'est un peu compliqué, un peu stressant, et ben là on amène du sacré dans la vie et pourquoi pas juste avant appeler votre allié qui va vous accompagner pour faire ça, mais cool Raoul, en plus avec une dimension sacrée, où votre allié il va vous accompagner dans votre job de parent pour que ça se passe bien en fait. C'est infini. En fait, ce travail avec les animaux de pouvoir est infini. Donc je voulais quand même vraiment préciser, pas oublier de dire que voilà, quand vous faites cette exploration-là chez vous, à la fin, défusionnez. Parce qu'en fait, on a envie de rester dans cet état-là. On a envie d'y rester, c'est comme certains voyages, on n'a pas envie de revenir, bah si. Donc défusionnez, remerciez votre animal de pouvoir, mettez-lui une bougie, mettez des offrandes, enfin faites comme vous avez envie, mais vraiment défusionnez, prenez le temps de sentir que vous revenez vraiment vous, avec votre corps à vous. Il peut rester avec vous, hein. Des fois on a un animal, quand on travaille beaucoup avec, en fait, cet esprit-là, il reste avec nous constamment, on sent qu'il est là, à côté de nous,
à dispo, en fait. Plus vous nourrissez le lien, plus vous êtes en lien, quoi. Voilà, donc faut défusionner, faut vraiment stopper. Voilà, faut dire stop, là c'est terminé. Encore une fois, sauf si vous avez besoin de force pour un examen de ça, là, là vous le gardez avec vous, bien sûr, quoi. Ça m'amène à une autre subtilité qui est, vous pouvez donc faire l'exercice d'appeler. Donc, je précise, vous pouvez faire cet exercice-là sans connaître votre animal de pouvoir. Vous allez le rencontrer dans cette pratique-là. Nous avons plusieurs animaux de pouvoir. Donc, peut-être qu'un jour, vous allez fusionner avec le loup, je reste là-dessus, et puis un autre jour, vous allez fusionner avec le faucon. Voilà. Eh bien, super. C'est qu'en fait, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes enseigné par l'esprit du loup, l'esprit du faucon, l'esprit de la tortue, voilà. Donc, en fait, à chaque fois, puis c'est compliqué à raconter parce que c'est du ressenti. En fait, c'est comme si tout notre être était imbibé d'un paquet de connaissances que cet esprit-là, que cet archétype-là, que cette vibration-là nous amène. Et en fait, ça vient comme enseigner nos cellules. Et après, ça reste à l'intérieur de nous. Ça veut dire que du coup, ça nous donne ensuite accès à l'intérieur de nous à une bibliothèque de références qu'on n'avait pas avant et qu'on a en faisant ce travail-là. Et en fait, ça change notre vie. Complètement, quoi. Parce qu'on va plus vivre on ne va plus forcément vivre les expériences de la même manière. Parce que si vous êtes hyper habitué alors je vais te dire n'importe quoi, à travailler avec l'esprit vif du faucon, voilà, je sais pas, c'est un exemple, et que vous avez dans votre job vraiment besoin de clarté d'esprit, d'y voir hyper clair, d'être très précis sur les détails de vos dossiers, j'en sais rien. Et ben là, l'esprit du faucon, il va vous amener une vue perçante, quoi. C'est que vous allez avoir une capacité de discernement de dingue et ça va développer votre talent et votre capacité de discernement. Voilà, bref, bon, c'est super passionnant. Je vais essayer de pas faire trop long, mais je pourrais faire un autre épisode si vous avez des questions. Qu'est-ce que je voulais vous préciser d'autre? Donc j'ai dit l'usage pragmatique de la force pour nous aider au quotidien, ça c'est vraiment le plus important. Donc ça, c'est pas du voyage chamanique, c'est je suis crevée, je dois faire tel et tel truc. Ah bah tiens, et si ce matin je mettais un son de tambour et que je faisais une pratique spirituelle de fusion avec mon allié pour lui demander de la force. Point, voilà. Je vais ouvrir une parenthèse, mais je ferai peut-être un autre podcast, c'est que la mathématique, c'est les animaux, donc je reste focus dessus. Mais par exemple, si vous avez besoin d'ancrage, de solidité, vous pouvez travailler avec l'univers des pierres et des minéraux, quoi. Parce que si vous étiez Dieu et que vous deviez manifester sur la Terre quelque chose qui va représenter la densité, quoi, qui va représenter la capacité de ne jamais être décentré, de ne jamais quasiment être impacté par les événements extérieurs, de ne jamais... Enfin, vous voyez, une densité, vous voyez ce que je veux dire? Bah, vous créez les pierres et les minéraux et les montagnes, quoi. Et donc, dans ce cas-là, quand vous avez besoin de travailler avec cette énergie-là, parce que vous êtes hypersensible, très facilement décentré, esprit arborescent, TDAH, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je me sens tellement concernée par ce truc-là, que ça part dans tous les sens, que ça vous énerve, que vous n'arrivez pas à rester là, que vous êtes impacté par le monde extérieur, que voilà, comme vous êtes hyper émotionnel, vous êtes hyper réactif. Et ben pourquoi pas faire le même travail, pas forcément avec les animaux, mais avec le monde minéral. Mais ça, c'est une autre parenthèse que je referme, parce que mathématiques, c'est les animaux de pouvoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire aussi une chose qui est, je rebranche du coup un petit peu sur ma porte symbolique là, qui est un peu du tout en un, c'est-à-dire, quand vous apprenez à aller le voyage chamanique, voilà. Quand vous apprenez le voyage chamanique dans le monde d'en bas, je vais le dire comme ça. Alors attention, c'est pas que ça les pratiques chamaniques, hein, voilà. Il y a les praticiens qui travaillent avec les plantes, ça n'a rien à voir en Amazonie, etc. Il y a le chamanisme mongol, il y a le chamanisme africain africain, et ça veut rien dire parce qu'il y a tellement d'ethnies, le vaudou haïtien, voilà, dans le Grand Nord, les pratiques du Nord, les pratiques celtiques, les pratiques druidiques, enfin j'en sais rien. Donc tout ça n'est pas à mettre dans le même sac, hein. Chaque pratique est différente. Donc moi là je parle juste d'une toute petite porte qui est, quand vous apprenez le voyage chamanique dans le monde d'en bas et que vous apprenez à découvrir, à rencontrer votre animal de force, votre animal de pouvoir, qui va ensuite vous accompagner dans chacun de vos voyages, il y a encore une autre dimension, si on réouvre une porte à l'intérieur de ça, qui est la fusion pendant le voyage. Et donc là, il y a quelque chose qui est absolument génialissime, qui est, quand vous voyagez, vous vous transformez en un animal.
Donc ça vous est sûrement arrivé ou pas de vous transformer par exemple en panthère. Hop, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que mon chat voulait grimper sur le toit par la fenêtre ouverte. Donc, j'étais en train de parler du voyage dans le monde d'en bas. Oui, voilà, je disais, je parlais par exemple de se transformer en panthère. Ou en ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, imaginons vous vous transformez en panthère. Là, vous faites l'expérience de dingue de courir en tant que panthère. Vous êtes là, vous courez dans la forêt, vous savez ce que c'est qu'être une panthère, vous savez comment les muscles de la panthère fonctionnent, vous savez renifler comme une panthère. Ou peut-être que vous transformez en loup, vous vous transformez en ours. En tout cas, il arrive, quand on pratique, qu'on se transforme en un animal. Là, c'est vraiment effectivement le signe que cet animal-là, en fait, on appelle ça notre alter ego. C'est vraiment votre tempérament profond, c'est vraiment qui vous êtes dans votre dimension animale. Donc là, en fait, on va dire que, ok, c'est votre animal totem, dans le sens où c'est votre animal fondamental, on va le dire comme ça. Mais encore une fois, ça peut changer, vous pouvez vous transformer en différents animaux. Donc tout ça, c'est une pratique de l'expérience, c'est hyper subtil. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on sait que quand on arrive dans le monde d'en bas, on se transforme en un type d'animal qui est vraiment notre dimension, comment je pourrais dire, chamanique, quoi, notre dimension instinctive. Mais pour faire certaines choses, on se transforme dans d'autres animaux. Donc, en fait, du coup, c'est tout et son contraire à chaque fois. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire avec cette dimension-là, c'est que déjà, c'est une expérience de dingue. Ça montre qu'on est complètement dans notre force à ce moment-là. Déjà, en plus, on découvre de l'intérieur comment fonctionnent les animaux et ça, c'est juste génial. Et là, vous pouvez vous dire, ok, donc a priori, cet animal-là est très proche, comme je vous disais, c'est mon alter ego, c'est vraiment mon tempérament de fond. Et vous allez travailler avec. Et ce qui est super intéressant, c'est que plutôt que ou en plus de aller voir la symbolique de cet animal-là dans les dictionnaires du symbole ou sur Internet, c'est vraiment dans le voyage d'aller dialoguer avec et d'aller lui demander. Alors, pas quand vous êtes transformé en panthère, parce que vous n'allez pas vous demander à vous-même pourquoi je me transforme en panthère. Mais quand vous êtes accompagné de votre animal de pouvoir, demandez-lui pourquoi c'est lui qui vous accompagne. Et il va vous expliquer pourquoi votre ours à vous, il vous amène telle et telle dynamique et que l'ours du voisin, il lui amène d'autres dynamiques. C'est pas la même vibration ours, c'est pas le même ours. À chaque fois, c'est du personnel, c'est du fait sur mesure, quoi. Donc voilà, et bien sûr, on a toutes sortes d'animaux de pouvoir en fonction de nos pratiques. Vous n'en avez pas qu'un. Voilà, vous pouvez être accompagné de plusieurs animaux de pouvoir, comme vous pouvez faire le choix, et je vais terminer ce podcast qui fait déjà une demi-heure sur cette conversation avec Stéphanie Merlinette, là, son site internet merlinettemagique.fr, qui fait des médaillons, et des médaillons totems, des médaillons qui travaillent sur ce symbole, et je lui disais, mais oui, mais en fait, tes médaillons, ce sont des objets de pouvoir, c'est-à-dire qu'effectivement, tout simplement, quand on a besoin dans notre vie de cultiver un certain talent, eh ben, on peut tout à fait appeler volontairement, consciemment la force d'un animal particulier parce que pour nous, cet animal-là a ce talent-là et travailler avec. Donc vous voyez qu'en fait, il y a tellement de possibilités, c'est tellement riche ce travail, on va dire, avec la symbolique archétypale des animaux, avec la dimension énergétique dans laquelle ça nous amène, et avec ensuite, on va dire là pour le coup vraiment le travail chamanique dans les plans de conscience où ça nous emmène. Mais ça, j'ai envie de dire, ça concerne pas forcément tout le monde, alors que la dimension archétypale et la dimension énergétique, elles concernent tout le monde. Tout le monde peut méditer et en appelant la sagesse de la tortue. Tout le monde peut faire ça. Voilà. Par contre, voyager, se transformer en tortue et visiter les plans de conscience, non. Tout le monde ne va pas forcément faire ça. Il n'y a pas de nécessité, en fait. Voilà. Tout le monde n'est pas venu expérimenter ça. Voilà. Et je voulais vous parler d'une autre chose. Tant pis, ça va être long. Allez, je finis là-dessus parce que je trouve ça hyper sympa. C'est une piste que je vous lance, qui est que ce mot totem, il me semble, mais c'est à vérifier, que ce mot totem, en fait, à la base, il a plutôt un aspect clanique, un aspect groupe. C'est-à-dire qu'à l'origine, en fait, il me semble qu'on ne parle pas de totem individuel. On parle de totem de clan, de famille, puisqu'à l'origine, l'être humain vit en communauté. L'être humain ne peut pas survivre seul.
C'est notre société moderne qui nous permet ça. Mais à l'origine, on ne peut pas. Et encore, je ne sais même pas. Non, elle ne nous permet pas ça. On est forcément en communauté. Donc, ma proposition, c'est, et si cette histoire de totem, plutôt que de se l'utiliser individuellement, on ramenait ça au collectif dans la famille. Et qu'on ouvrait la conversation à table, au repas, avec sa famille, de dire, tiens, et si on choisissait un totem familial ? Ça serait quoi ? Et d'ouvrir la conversation entre les membres de la famille et dire, à votre avis, tiens, et si on choisissait un totem de notre clan, à nous ? Ça serait quoi ? Et là, ça ouvre la conversation super intéressante de dire, ok, c'est quoi nos dynamiques ? C'est quoi le tempérament de notre famille ? C'est quoi notre couleur en fait ? Et donc là, on est dans quelque chose de symbolique, comme si effectivement on disait, tiens, si nous étions une couleur, qu'est-ce que nous serions ? Ah bah tiens, notre famille, ça serait plutôt le violet, notre famille, ça serait le bleu, parce qu'on adore tous l'océan, j'en sais rien. Du coup, tiens, si on adore tous l'océan, peut-être on va prendre le totem de la baleine. Ah ouais, génial, allez, vas-y. Pour notre famille, on a décidé qu'on est le clan de la baleine. Vous imaginez la dynamique que ça nous amène, c'est génial. Le lien que ça crée dans la famille, c'est hyper sympa et on n'a pas besoin forcément d'aller demander aux esprits quel est le totem de notre famille. On peut le choisir. Bon, par contre, si vous êtes hyper branché spiritualité, ouais, pourquoi pas faire un voyage et puis aller demander ou une méditation et demander quel est le totem de notre famille. Et puis ça, on peut l'ouvrir à tout, à toutes nos pratiques, à notre entreprise. Si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, génial. Et si vous choisissiez le totem de votre entreprise ? Vous imaginez la dynamique que ça amène ? Si vous pratiquez la méditation ou le voyage, et si vous appeliez en méditation le totem protecteur de votre entreprise ? Non mais le truc génial quoi. Et comme ça, vous pouvez amener le sacré dans votre entreprise en appelant l'esprit protecteur de votre entreprise. Alors là, je suis sur l'animal, mais après, vous emmenez ça sur ce que vous voulez. Mais je reste sur ma thématique d'animal totem. Ok, appelez l'animal totem, mais aussi l'animal de force, mais aussi l'animal de pouvoir de votre entreprise. Laissez-vous surprendre. Waouh, mais c'est toi en méditation, il arrive face à vous, vous le voyez, génial. Pourquoi c'est toi ? Quelle dimension tu amènes à mon entreprise ? Comment tu pourrais me conseiller ? Comment je développe mon entreprise ? Quelles sont les qualités sur lesquelles m'appuyer ? À quoi faire attention ? Et là, vous demandez vraiment à cet esprit-là, à cette vibration animale, de venir vous accompagner dans votre travail d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, ou de créatrice, ou d'artisan, ou d'enseignant. En fait, on peut vraiment ramener l'expérience du sacré dans toutes les dynamiques. Les chamans fusionnent avec les esprits, avec leurs ancêtres qui travaillent, qui soignent à travers eux, avec les plantes qui chantent les Icaros à travers eux, avec les chamans, ils fusionnent avec les esprits pour travailler avec eux. Mais sans être chaman et soigner les gens avec ça, vous pouvez très bien être créateur et faire ça. On sait très bien quand on est artiste qu'on est inspiré par quelque chose de plus grand que nous. Mais pourquoi ça serait pas possible en tant qu'entrepreneur ? Pourquoi vous ne pourriez pas avoir un animal de pouvoir de votre pratique ? Je ne sais pas quelle pratique vous avez. Là, je ne sais pas d'exemple, ça va être trop long comme vidéo, mais voilà, appelez votre allié de cette pratique-là et fusionnez avec quand vous travaillez, fusionnez avec quand vous devez communiquer dessus. Et là, comme dirait Arnaud Rioux, réveillez le chaman qui sommeille en vous, mais pour votre vie en fait, dans votre vie pragmatique, pas forcément pour aller soigner les autres, etc. Si c'est pas ça votre truc, si vous êtes un créateur ou un prof ou un je sais pas quoi. Et là, voilà, on amène ces dimensions spirituelles dans la vie. Et je finirai là-dessus parce que c'est vraiment, quand il y a le travail des ikigai et tout ça, je sais que moi, ça me tient à cœur, cette idée de ramener le sacré au cœur du quotidien, de vraiment ramener cette dimension-là tout le temps, partout, en fait. Donc voilà, si j'ai pu contribuer à ouvrir des portes, des pistes de réflexion sur cette thématique-là, j'en suis très contente. Si j'ai été trop vite et puis qu'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Voilà, on peut faire d'autres épisodes. Donc encore une fois, j'insiste, le but c'est pas d'asséner des vérités. Voilà, j'ai aucune légitimité pour ça. Voilà, juste j'aime bien parler, je suis une communicante, donc voilà, j'aime bien me sentir en lien avec vous et puis partager tout ça. Mais ce sont que des pistes de réflexion, des pistes de travail. Vous n'êtes même pas obligé d'être d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, justement, donnez votre vision. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, ce qui me ferait super plaisir, parce que là, j'ai quand même vraiment partagé plein de trucs dans tous les sens, c'est que vous mettiez en commentaire votre pépite.
Parce que pour la communauté, c'est super sympa. Si vous deviez résumer, moi, ma pépite en écoutant ce podcast, c'est, et là, faites une petite synthèse en une phrase ou deux de ok, où est-ce que ça vous emmène vous? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ouvert pour vous? Ah tiens, j'y avais pas pensé, mais ça c'est une bonne idée. Ou alors, peut-être c'est pas du tout dans ce que j'ai dit, mais vous, ça vous a emmené ailleurs. Donc, ma pépite, c'est que ça m'a fait penser à tel truc. Et en fait, si vous êtes quelques-uns à faire ça, c'est super sympa parce que ça va donner comme un concentré du podcast en commentaire. Donc faites simple, genre ma pépite 2 points, et puis bim, vous mettez ce que c'est votre pépite. Vous pouvez mettre plusieurs commentaires si vous avez plusieurs pépites. Si ça vous donne envie de pratiquer des choses, mais notez-le moi. Et puis bien sûr, évidemment, si vous avez des questions aussi. Voilà, si besoin, je ferai un autre épisode pour développer d'autres sujets. C'est vrai que, allez, je me livre à la fin de ce podcast parce que si vous êtes arrivé là, j'allais dire c'est que vous êtes sympa. Ouais, c'est que ça vous a intéressé. J'hésite toujours énormément à faire des vidéos, des podcasts sur toutes ces thématiques-là. Chamanique, spirituel, énergétique. Je suis très à l'aise avec le tarot, voilà. J'hésite énormément sur ces thématiques-là parce qu'on trouve déjà beaucoup de choses sur Internet et parce que, comment dire, ces thématiques-là, c'est vraiment tellement de l'expérience. Ces thématiques-là, c'est tellement de l'expérience qu'en fait, finalement, quand on dit quelque chose, on ne parle que de notre propre expérience. Et du coup, j'ai vraiment pas envie d'asséner des espèces de vérités en disant les animaux totems, c'est ça, le travail chamanique, c'est ça. Parce que non, c'est pas ça, en fait, ça dépend vraiment de chaque personne. Voilà, donc c'est vrai que moi, personnellement, je marche sur des œufs parce que, voilà, je trouve qu'on peut vite tomber dans des espèces d'ego qui vont nous raconter la vie. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai quand même envie d'en parler avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même commencé à faire un peu ces podcasts-là. Mais c'est vrai que là, en évoquant un peu le monde des pierres, ouais, je trouve que ça mériterait de développer. Qu'en fait, tout ce travail-là, il n'a de limite que notre créativité. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, je suis curieuse de lire vos retours et je vous dis à très bientôt avec un nouveau podcast improvisé.